Bonjour à tous, bienvenue sur votre site de référence Le Sahel Matin. La pathologie, en l'occurrence l'hépatite B, fait l'objet d'alertes sanitaires et de la campagne de sensibilisation au Sénégal, notamment sur les facteurs de transmission, le dépistage, surtout sur les mesures préventives. Et pour en parler, nous avons eu le plaisir d'être reçus par Ndeye Maguette Fall. Elle est infectiologue, elle est également maître de conférences assimilées, ancienne interne des hôpitaux. Bonjour. Bonjour, Cécile. Alors, madame, parlez-nous les facteurs de transmission, justement, de cette pathologie, en l'occurrence l'hépatite B. Merci. Tout le plaisir est pour moi de participer à cette émission. L'hépatite B est quand même une maladie d'actualité qui nous intéresse, nous, Sénégalais, en tant que personnes vivant dans un pays considéré comme zone d'endémie pour cette affection. Les principaux modes de transmission de cette affection, si je peux dire, c'est essentiellement par voie sanguine, ou bien sexuelle, ou bien il y a ce qu'on appelle aussi la transmission mère ou bien parent-enfant, donc périnatale. Bon, pour la transmission par voie sexuelle, elle existe pour cette affection et ça concerne essentiellement peut-être ceux qui ont un multipartenariat ou bien des rapports sexuels non protégés, etc. Mais ce qui intéresse le plus dans notre pays quand même, c'est surtout la transmission par voie sanguine ou bien celle par voie périnatale, donc parent-enfant ou mère-enfant. Et pour cette transmission par voie sanguine, c'est dû essentiellement au partage d'objets tranchants ou bien de matériel d'injection. Voilà, qui ne sont pas stérilisés. Voilà. D'accord. Donc, le fait de partager peut-être des rasoirs, des brosses à dents ou bien des seringues pour les usagers de drogue injectables. Le don de sang, on l'incrimine, mais c'est rarissime parce qu'actuellement, quand même, les dons de sang sont sécurisés, les poches sont dépistées avant même leur utilisation et tout. Donc, c'est pour ça on le cite pas dans la transmission par voie sexuelle, mais c'est surtout les matériels d'injection non stérilisés, surtout en milieu de soins ou bien en communauté, le partage d'objets tranchants, donc tout ce qui est objet de tatouage, de piercing, de seringues, c'est chez les usagers de drogue, etc. Et la transmission de la mère à l'enfant également qui existe dans nos pays, dans nos zones d'endémie à hépatite virale B. Alors, madame, souvent les gens ont tendance à confondre hépatite B et l'hépatite C. Alors, qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui les différencie? Oui, cette confusion se fait assez souvent du fait de la possibilité d'évolution vers la chronicité pour les deux virus, parce que quand même c'est deux types d'hépatite virale qui ont toutes les deux quand même en commun cette tendance vers la chronicité. Donc il y a la possibilité d'évolution vers le portage chronique, la survenue de complications telles que la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Et donc peut-être ça peut expliquer pourquoi certains font cette confusion, mais quand même il y a des particularités, donc des spécificités par rapport à chaque virus. Pour faire simple, peut-être de façon résumée, pour l'hépatite B, en termes médicaux, c'est un virus à ADN, alors que l'autre, c'est un virus à ARN. Également, par rapport au mode de transmission, on le disait tantôt, pour l'hépatite B, transmission par voie sexuelle, sanguine de la mère à l'enfant, alors que pour l'hépatite C, c'est surtout la transmission par voie sanguine et moins par voie sexuelle. Également, il y a cette évolution vers la chronicité, cette possibilité de portage chronique, mais les pourcentages diffèrent. Par exemple, pour l'hépatite B, on va dire que si la transmission s'est faite très tôt, durant l'enfance, en périnatale, souvent il y a un risque d'environ 90% de portage chronique. Et chez l'adulte, d'environ 5%. Alors que pour l'hépatite C, ce risque est un peu moindre, c'est de 55 à 85%. Aussi pour l'hépatite B, il y a quand même un vaccin qui existe. Donc pour ceux qui ne sont pas infectés, qui ne sont pas porteurs, il y a la possibilité de se vacciner et d'être protégé. Alors que pour l'hépatite C, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de vaccin disponible.
Autre élément de différenciation, l'hépatite C, ça se guérit avec les nouvelles molécules là, les antiviraux à action directe. On peut guérir d'une hépatite virale C. Alors que pour l'hépatite B, il y a encore des avancées thérapeutiques qui sont faites avec cette possibilité, même pour certaines nouvelles molécules de cure fonctionnelle jusqu'à 20-30%. Mais quand même, il y a encore du travail à faire pour arriver à la guérison. Ce qui est actuellement disponible, c'est surtout des molécules qui sont vraiment efficaces pour la suppression virale. Alors, pour faire court, voilà, c'est quelques éléments de différenciation, mais également quelques éléments communs. Très bien. Alors, puisque je l'ai parlé, comme je l'ai dit tout de suite, cette pathologie, aujourd'hui, vous êtes, le Sénégal est en alerte et aussi en campagne de sensibilisation. Alors, de ce point de vue-là, les gens se posent la question, combien sur le taux de prévalence justement de cette pathologie, les personnes qui sont atteintes de cette maladie par an, est-ce qu'on peut connaître une estimation? Oui, globalement, au Sénégal, on parle d'une prévalence qui varie entre 5 et quelques jusqu'à 10% de prévalence voilà, au niveau national. Maintenant, c'est vrai que l'hépatite B n'est pas encore inscrite en fait dans le système de surveillance de routine. Et donc, on a peu de données sur en fait l'incidence annuelle, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas annuels, donc de données qui soient vraiment fiables dans ce sens-là. On va peut-être parler de prévalence globale au niveau national qui varie entre 6 et 10%. Et donc, ce qui fait que nous, au Sénégal, on fait partie des zones de forte endémicité. Maintenant, si on prend les données de l'OMS, quand même, on parle de plus de 200 millions, voire 240 millions de porteurs chroniques. Et d'un chiffre d'environ 0,9%, donc d'environ 1% de nouvelles infections chaque année pour l'hépatite virale B. Alors, et la prévalence par rapport au nombre de décès causés justement par cette pathologie? Les décès aussi, c'est le même souci au niveau national. Malheureusement, du fait de l'absence de registre, du fait que cette affection ne soit pas dans la surveillance de routine, ça pose problème d'avoir des chiffres exacts quand même au niveau national. Mais si on prend les chiffres de l'OMS quand même, on va se dire que quand même il y a environ 1% en fait de décès quand même chaque année qui sont liés à la survenue de cirrhose ou de carcinome hépatocellulaire, et que dans ces 1%, plus de 80% et plus précisément 83% sont dus à l'hépatite virale B, et que nous, on fait partie, le Sénégal, donc des pays qui sont les plus fortement touchés par cette hépatite virale B, et donc qui sont concernés par ces chiffres-là donnés par l'OMS. Alors, madame, à partir de quel moment un sujet ou bien un malade doit-il faire un dépistage? Le dépistage, bon, je dirais pas un sujet malade, ça nous concerne nous tous. Puisqu'on est quand même dans un pays où la prévalence, elle est assez quand même importante et tout. Donc, c'est l'affaire de tous. Il faut que chacun s'y mette et qu'on se dépiste. Mais plus spécifiquement, peut-être, on va insister surtout chez les professionnels de santé, donc nos collègues médecins, infirmiers, sages-femmes, etc. Donc, tout ce qui est personnel médical et paramédical, c'est important de se dépister parce qu'il y a ce risque de transmission. Patients, soignants, mais également soignants, patients, si certaines précautions standards ne sont pas respectées du tout. Donc, intérêt de se vacciner pour le personnel soignant. Ceux qui n'ont pas également, entre guillemets, de partenaires fixes, donc ceux qui sont dans le multipartenariat, c'est important également de se dépister. Intérêt également de se dépister pour les femmes enceintes, pour effectivement limiter ou réduire considérablement ou même passer à l'élimination de cette transmission parent-enfant et donc plus spécifiquement mère-enfant. Donc le dépistage, on le dit encore une fois, c'est l'affaire de tous, mais plus spécifiquement pour ces populations-là et également chez les usagers de drogues injectables. Alors vous avez parlé dans votre intervention quelques comportements, mais véritablement, quels sont les comportements à risque qu'il faut-il éviter pour justement éviter cette maladie, la pathologie?
Oui, les comportements à risque, ça rejoint un peu les modes de transmission. Parce que quand on dit transmission par voie sanguine, par l'usage de matériel d'injection non stérilisé ou mal stérilisé, ou bien l'usage ou le partage d'objets tranchants, quand même, et quand on parle d'objets tranchants, c'est surtout lors des actes de tatouage, de piercing, etc. Donc, le fait de faire ces pratiques-là, quand même, ça majore le risque. Donc, éviter tout ce qui est tatouage ou piercing, ou bien quand on le fait, on s'assure qu'on utilise un matériel qui est stérile, qui est stérilisé. Également, le partage d'objets tranchants, tout ce qui est brosse à dents, rasoir, etc. C'est vrai que nous, en tant qu'Africains, on a cette tendance-là, mais peut-être l'éviter. Également, en milieu de soins, respecter tout ce qui est précautions standards, parce que le non-respect de ces précautions standards-là peut être quand même à l'origine peut-être de transmission soignant-patient ou patient-soignant. Également, dans la transmission sexuelle, donc éviter le multipartenariat, ou bien, si on ne peut pas l'éviter aussi, un rapport sexuel protégé, par exemple par l'utilisation de préservatifs. Pour la transmission mère-enfant, c'est surtout le suivi des femmes enceintes et ne pas hésiter à les mettre sous traitement quand l'indication se pose. Et également la vaccination à la naissance des enfants. Parce qu'on a remarqué qu'à 90% ou plus de 90% des cas, cette dose à la naissance, quand même, ça protège les nouveau-nés. Et comme on dit, un enfant vacciné, c'est une génération qui est sauvée. Alors, un enfant vacciné, c'est une génération qui est sauvée. Cela étant dit, on va terminer par ça. Lorsque cette maladie atteint un certain stade, l'atteinte de la cirrhose de foie ou bien le cancer du foie éventuellement, et à partir de ce moment, quel est le traitement efficace et efficient faut-il faut-il utiliser? Je dirais même qu'il ne faut pas attendre d'être à ce stade, parce que ça, c'est arriver au stade de complication. Il faut tout faire pour ne pas arriver à ce stade de cirrhose ou de carcinome hépatocellulaire. Donc, se dépister très tôt. Ceux qui ne l'ont pas, les vacciner dans ce cas-là, vacciner également les nouveau-nés à la naissance, et pour les adultes, faire le dépistage, et si on l'a pas, se vacciner. Le vaccin, c'est assez simple. C'est 3 doses à prendre, donc assez simple. Ça, c'est une mesure préventive. Voilà, c'est une mesure préventive. Et pour ceux qui l'ont, respectez le suivi. C'est-à-dire, on vous dit chaque 3 mois ou chaque 6 mois ou une fois par an, venez à l'hôpital, on vous faire examiner et faire également les bilans de suivi. Respectez ce suivi-là pour ne pas arriver au stade de complications telles que la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Et dans ce suivi-là aussi, ce sera au médecin de voir qui est-ce qui répond aux critères de mise sous traitement ou pas, et de le faire. Et quand on est sous traitement aussi, c'est important d'avoir une bonne observance thérapeutique, c'est-à-dire prendre correctement son traitement, toujours aussi respecter les rendez-vous et autres avant d'en arriver aux complications. Et pour ceux qui sont au stade de complications, telles que la cirrhose et autres, aussi il y a les médicaments qui sont actifs et qui peuvent faire régresser les lésions. Peut-être ce qui pose le plus de problème, ce sera le carcinome quand même. Donc, faire tout pour ne pas arriver à ce stade de complications. Alors, merci madame d'avoir pris le temps de parler de toutes ces mesures préventives, le dépistage pour éviter très certainement de cette pathologie qui frappe certains sujets, certaines personnes. Merci de nous avoir accordé ce temps. Alors, les milliers de nos abonnés sur SAED Matin, donc si vous voulez suivre cet entretien, allez-y justement sur ce site de SAED Matin. Vous avez là-dessus YouTube et Facebook. Merci de nous avoir suivis et sachez que vous aurez dans quelques jours d'autres numéros. Merci beaucoup.